Bienvenue. Si vous nous rejoignez, il y a de fortes chances que vous soyez un étudiant F1, peut-être proche de l'obtention du diplôme, peut-être juste après. C'est une grande étape, n'est-ce pas? Absolument. Mais cela soulève certainement beaucoup de questions, surtout si vous vous demandez, vous savez, et ensuite, puis-je rester, construire un avenir ici aux États-Unis? Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous naviguons dans les parcours d'immigration des États-Unis, spécifiquement pour les diplômés en F1, cherchant à travailler ou, vivre ici de manière permanente. Nous utilisons un livre blanc vraiment solide comme guide ici. Il expose vraiment les options. Oui. Considérez cela comme une tentative de résumer l'essentiel pour vous, ce que vous devez vraiment comprendre en déterminant les prochaines étapes. D'accord. Notre mission aujourd'hui est assez simple. Vous donner une image claire des principales voies. Nous allons décomposer la grande différence entre les séjours temporaires et la résidence permanente. Et mettre en évidence les points clés à considérer sans, vous savez, vous noyer dans le jargon. Exactement. Et alors, plongeons-nous dedans. D'accord. Tout d'abord, vous devez vraiment comprendre la différence fondamentale entre les visas de non-immigrants et les visas d'immigrants. Votre visa F1, c'est un classique des visas non-immigrants. Il vous permet d'être ici pour une raison spécifique, étudier et pour une période déterminée. Ça fait sens. Et après l'obtention du diplôme, il y a d'autres visas de non-immigrants qui reviennent souvent, comme l'OPT. Formation pratique optionnelle. Qui est essentiellement lié à votre statut F1, vous permettant de travailler un peu. Exactement. Ensuite, vous avez le H1B, le visa de travail courant. Et nous en parlerons certainement plus. Et même des choses comme le visa d'investisseur U2 pour certaines personnes. Mais la chose clé avec ceci, les visas non-immigrants, c'est qu'ils ont des dates de fin. Ouais. Ils ne se transforment pas automatiquement, vous savez, en résidence permanente. Bien que le H1B ait cette notion de double intention. Oui, c'est le cas. Nous allons analyser cela. C'est une exception importante. D'accord. Et puis, de l'autre côté, vous avez les visas immigrants. Ce sont ceux qui visent la résidence permanente, la carte verte. Vous permettant de vivre et de travailler ici en permanence? D'accord. Et les principales dont nous parlerons ici sont les catégories basées sur l'emploi, ou EB. Vous savez, EB1, EB2, EB3, EB5. Comprendre cette distinction entre temporaire et permanent est un peu la base de la planification, n'est-ce pas? Absolument. Cela vous aide à poser la bonne question. Cherchez-vous, disons, 1 an ou 2 d'expérience professionnelle, ou est-ce que le but est de vivre à long terme aux États-Unis? Cela aide vraiment à se concentrer. D'accord. Donc, pour de nombreux diplômés qui veulent travailler tout de suite, l'OPT semble être l'étape immédiate suivante. C'est souvent le cas. La formation pratique optionnelle, OPT, est essentiellement une autorisation de travail temporaire directement liée à votre spécialisation. C'est comme mettre votre diplôme en pratique, non acquérir cette expérience du monde réel. Précisément. La période standard est jusqu'à 12 mois. D'accord. Mais il y a un gros bonus potentiel, l'extension STEM. Ah ouais, pour les domaines de la science, technologie, ingénierie et mathématiques. D'accord. Si votre diplôme est éligible, vous pourriez obtenir 24 mois supplémentaires. Donc, cela fait potentiellement un total de 36 mois en OPT. Wow, ça, 3 ans. Ça, c'est significatif. C'est vraiment le cas. C'est conçu comme ce pont, comme vous l'avez dit. Une chance de mettre un pied dans la porte professionnellement. Et vous faites la demande pour cela auprès de l'USCIS, généralement avant de terminer votre programme. Correct. Typiquement avant l'obtention du diplôme. Maintenant, l'OPT est extrêmement précieux comme tremplin. Peut-être vers un H1B ou commencer un processus de carte verte. Mais il y a des règles que vous devez suivre, n'est-ce pas? Oh, absolument. Des règles strictes. Comme les limites sur la durée pendant laquelle vous pouvez être sans emploi. Et vous devez tenir informé le DSO de votre école, le responsable scolaire désigné de votre emploi. D'accord. Détails importants. Donc, l'OPT est le pont. Qu'y a-t-il souvent de l'autre côté de ce pont? Le H1B. Très souvent, oui. Le visa H1B pour les métiers spécialisés. Et c'est un chemin très courant pour les diplômés F1 après l'expiration de l'OPT. D'accord. H1B, décomposons cela. C'est pour les employeurs, non? Les employeurs américains qui souhaitent embaucher des travailleurs étrangers temporairement. C'est la clé. Le parrainage par l'employeur. Dans ces professions spécialisées, ce qui signifie généralement des emplois nécessitant au moins un diplôme de licence dans un domaine spécifique. Généralement, oui, ou l'expérience équivalente. Ouais. Donc, c'est l'employeur dit essentiellement. Nous avons besoin de son ensemble de compétences spécifiques. Et nous parrainons ces personnes. Vous ne pouvez pas simplement, vous savez, postuler pour un visa H1B par vous-même. In Syria now. C'est crucial. C'est l'employeur qui le dirige. Et ils ont aussi des obligations, n'est-ce pas? Ils le font. De grandes entreprises. Elles doivent montrer qu'ils vous paieront le salaire en vigueur pour ce poste à cet endroit. Considérez-le comme le taux de marché standard. Et ils doivent attester que vous embauchez n'affectera pas négativement les travailleurs américains dans des emplois similaires. Compris. Maintenant, la grande chose dont tout le monde parle avec H1B est La limite, le plafond. Oui, le quota annuel. C'est un facteur énorme. Il y a un nombre fixé chaque année, 65 000 pour les réguliers, plus 20 000 supplémentaires pour ceux qui ont un diplôme de master ou plus élevé des États-Unis. Et la demande est généralement bien plus élevée. Bien plus élevé, ce qui signifie... La loterie. Exactement. L'USCIS utilise un système de loterie aléatoire parce qu'il y a tout simplement trop de candidatures. C'est très compétitif, très incertain. Donc, même si vous et votre employeur faites tout correctement, vous pourriez simplement ne pas être sélectionné. Malheureusement, oui.
C'est la réalité. Maintenant, si vous l'obtenez, c'est initialement pour jusqu'à 3 ans, renouvelable pour 3 ans supplémentaires, donc 6 au total. Et c'est là qu'intervient la double intention. D'accord. Contrairement à la plupart des visas de non-immigrants, le statut H1D vous permet de demander la résidence permanente, une carte verte, pendant que vous êtes encore sous le statut H1B. C'est cela le double objectif. Vous avez l'intention de rester temporairement sous H1B, mais vous avez également l'intention d'immigrer de façon permanente. C'est une affaire assez importante, mais étant donné les probabilités de la loterie. Oui. Le conseil est toujours de ne pas mettre tous vos œufs dans le panier de H1B. Explorez d'autres options en même temps. Ça a du sens. D'accord. Et alors parlons de ces autres options, notamment celles à long terme, les cartes vertes basées sur l'emploi ou UB. D'accord. Ce sont les principales voies vers la résidence permanente basée sur vos compétences professionnelles et une offre d'emploi ici. Et pour beaucoup d'entre eux, en pensant spécifiquement aux EB2 et EB3, il y a souvent cette première étape appelée certification PRM. Correct. Certification PRRM de la main-d'œuvre. Cela semble technique et, eh bien, ça l'est un peu. Quel est le point principal? Essentiellement, PRM est le processus par lequel votre employeur sponsor doit prouver au département du travail, le DOL, qu'il a essayé de recruter des travailleurs américains pour le poste. Oui. Et n'a pu trouver personne de qualifié, disponible et volontaire. Et aussi que vous embauchez ne nuira pas au salaire ou aux conditions de travail des travailleurs américains similaires. Donc, l'employeur doit, passer des annonces, interviewer des personnes. Oui, tout un effort de recrutement réglementé. Ils doivent également obtenir une détermination du salaire prévalant de la part du département du travail pour ce poste. Et ensuite déposer un formulaire spécifique. Formulaire UTA 9089, détaillant le poste, le recrutement, tout. C'est définitivement parrainé par l'employeur. Il supporte généralement les coûts et, cela peut prendre du temps. Mais obtenir cette PRM approuvée est généralement nécessaire avant que l'employeur puisse même déposer la prochaine grande étape pour une carte verte EB2 ou EB3 qui est la pétition I-140. Exactement. Pour la plupart des cas EB2 et EB3, le PRM est le premier obstacle nécessaire. D'accord. Mais y a-t-il des catégories où vous n'avez pas besoin de PRM? Oui. Et cela nous amène à la catégorie EB1, les travailleurs prioritaires. Celle-ci est très recherchée, précisément parce qu'elle contourne généralement tout le processus PRM. Ah, d'accord. Plus rapide peut-être, mais probablement plus difficile à obtenir. Certainement des normes plus élevées. Décomposons cela. Il y a 3 sous-catégories. Premièrement, EB-UNA, pour capacité extraordinaire. Extraordinaire. Ça semble intense. C'est cela. Pensez au sommet de votre domaine. Sciences, arts, affaires, athlétisme. Réputation nationale ou internationale soutenue. Oui. Des récompenses majeures, des publications, de la reconnaissance. Le vraiment chouette ici, c'est que vous pouvez vous auto-pétitionner. Aucun employeur nécessaire parfois. Wow, d'accord. Donc si tu es vraiment exceptionnel... C'est une option. Et ensuite? Ensuite, il y a l'EB1B. C'est pour les professeurs et chercheurs remarquables. D'accord. Nécessite une reconnaissance internationale pour votre travail académique, au moins 3 ans d'expérience en enseignement ou en recherche. Mais pour celui-ci, vous avez besoin d'une offre d'emploi permanente. D'une université ou d'un institut de recherche? Correct. Une université ou un employeur privé avec un département de recherche documenté. Compris. Et le troisième type EB1? EB1C, cadre ou dirigeants multinationaux. Cela semble concerner les personnes transférées au sein d'une entreprise. Exactement. Vous devez avoir travaillé pour une entreprise affiliée à l'étranger pendant au moins 1 an, au cours des 3 dernières années, dans un rôle de cadre ou de direction. Et vous venez aux États-Unis pour occuper un poste de haut niveau similaire pour le même groupe d'employeurs. Nécessite cette offre d'emploi de l'entité américaine. D'accord, donc EB1, niveau élevé, potentiellement plus rapide, pas besoin de PRM, généralement. Et pour le niveau en dessous, EB2? Oui, EB2. C'est généralement pour les professionnels titulaires de diplômes avancés, ou ceux qui peuvent démontrer une capacité exceptionnelle. Donc, atypiquement besoin d'une offre d'emploi et de ce processus PRM dont nous avons parlé. Généralement, oui. La qualification se fait généralement par l'obtention d'un diplôme avancé, pensez au master, au doctorat ou à un équivalent étranger. D'accord. Vous pourriez être admissible avec un diplôme de licence plus 5 années d'expérience professionnelle progressive après avoir obtenu ce diplôme. Progressif signifie augmentation des responsabilités. Oui, quelque chose au-delà du niveau débutant. Et puis, il y a la voie de la capacité exceptionnelle dans le cadre de l'EB2. Cela signifie prouver une expertise significativement au-dessus de la norme dans les sciences, les arts ou les affaires. Cela nécessite généralement un PRM. Habituellement, mais vous avez laissé entendre qu'il y a une exception. Ah oui, le grand dossier pour EB2, la dispense d'intérêt national, ou NIW. D'accord, cela semble intéressant. Cela dispense de quoi exactement? Elle peut potentiellement dispenser à la fois de l'exigence d'offre d'emploi et de l'exigence de certification PRM. Wow, d'accord. Comment cela fonctionne-t-il? Pas d'offre d'emploi nécessaire? Pas de PRM? Oui, en gros. Si vous répondez aux critères de base du EB2, diplôme avancé ou capacité exceptionnelle, vous pouvez faire la demande vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un employeur pour vous parrainer. Autopétition, c'est énorme. C'est vrai. Mais vous devez prouver 3 choses essentielles. D'abord, que votre travail proposé, votre projet, a une valeur substantielle et une importance nationale. Importance nationale, comme bénéficier largement aux États-Unis? Oui, pensez aux avancées en sciences, santé, technologie, culture, entrepreneuriat qui profitent au pays. Deuxièmement, vous devez démontrer que vous êtes bien placé pour réellement faire progresser ce projet.
Vous savez, vous avez les compétences, l'expérience, le plan. Cela a du sens. Vous devez être crédible. D'accord. Et troisièmement, vous devez argumenter qu'en fin de compte, il serait bénéfique pour les États-Unis de renoncer aux exigences habituelles d'offres d'emploi et de PRM pour vous. Donc, vous dites essentiellement, mon travail est tellement important et je suis tellement capable de le faire qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de passer outre les obstacles habituels des employeurs. C'est un très bon résumé. C'est particulièrement attractif pour, disons, les entrepreneurs, les chercheurs, avec des travaux révolutionnaires, des scientifiques, des artistes dont les contributions ne correspondent pas à une description de poste standard. Je comprends pourquoi. Alors, quel type de preuves cherche-t-il? Eh bien, il existe un cadre issu d'un cas appelé « Affaire de Danassar » qui le guide. Il examine ces 3 éléments, à savoir l'importance substantielle et nationale, être bien positionné et le bénéfice de la dérogation. Prouver cela nécessite des preuves significatives, une documentation détaillée sur votre travail, son impact, vos qualifications, des lettres de soutien. Cela nécessite un argument solide. Cela semble définitivement nécessiter une préparation minutieuse. D'accord, donc EB1, EB2. Que se passe-t-il si quelqu'un ne correspond pas tout à fait à cela? Il y a EB3. Exactement. EB3 couvre les travailleurs qualifiés, professionnels et une catégorie appelée autres travailleurs. C'est généralement plus large que EB1 ou EB2. Il faut toujours une offre d'emploi et un PRM, cependant. Typiquement, oui. La principale exigence est une offre d'emploi permanent à temps plein et cette certification PRM approuvée. Et ces sous-catégories, travailleurs qualifiés, professionnels, autres travailleurs, quelle est la différence? C'est principalement à propos des exigences du poste. Les travailleurs qualifiés sont pour des emplois nécessitant au moins 2 ans de formation ou d'expérience. Les professionnels nécessitent généralement un diplôme universitaire américain de licence ou l'équivalent étranger pour le poste. Et les autres travailleurs, parfois appelés main-d'œuvre non qualifiée, sont pour des emplois nécessitant moins de 2 ans de formation ou d'expérience. Donc, cela couvre une gamme plus large d'emplois. Est-ce généralement dirigé par l'employeur? Tout à fait. Cela dépend fortement de l'employeur obtenant cette approbation PRM. Et une chose à savoir, avec EB3, surtout pour la catégorie des autres travailleurs et pour les personnes de certains pays très demandés, c'est les arriérés. Cela signifie des délais d'attente plus longs pour la carte verte? Potentiellement beaucoup plus longtemps, oui. Ouais. En raison des limites annuelles par pays et par catégorie, parfois des années. D'accord, quelque chose d'important à prendre en compte. Bon, nous avons couvert les principales voies d'emploi. Existe-t-il d'autres chemins importants, peut-être pour les personnes avec du capital à investir? Oui, absolument. Il y a des visas pour investisseurs, 2 principaux à mentionner. Le visa d'investisseur de traité U2 et le programme d'investisseurs immigrants UB5. D'accord, commençons avec E2. Quelle est la chose principale? La chose absolument essentielle, le E2 est un visa non immigrant. Il ne mène pas directement à une carte verte. Ah, d'accord. Bonne distinction. Qui est éligible? Vous devez être citoyen d'un pays qui a signé un traité spécifique de commerce et de navigation avec les États-Unis. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Et il faut investir? Présus de réinvestir un montant substantiel de capital dans une véritable entreprise américaine en activité. Et surtout, vous devez venir pour développer et diriger cette entreprise. Qu'est-ce qui est considéré comme substantiel? Y a-t-il un montant minimum en dollars? Il n'y a pas de chiffre précis dans la loi, ce qui est intéressant. Cela doit être suffisant pour que l'entreprise ait des chances de réussir et doit être substantiel par rapport au coût total de l'entreprise. Vous ne pouvez pas simplement investir une petite fraction. Donc, plus qu'un simple investissement passif. Vous devez le gérer. À peu près. Cela signifie généralement posséder au moins 50% ou avoir un contrôle opérationnel clair. Et parce que c'est non immigrant, vous devez maintenir l'intention de quitter les États-Unis lorsque votre statut prend fin, bien qu'il puisse souvent être renouvelé pour de longues périodes tant que l'entreprise fonctionne. Alors vivre et travailler tant que l'entreprise fonctionne, mais pas de voie directe vers un séjour permanent. Correct. Maintenant, comparez cela avec le programme EB5. C'est pour une carte verte, n'est-ce pas? Oui, le EB5 est un programme de visa immigrant. Il est spécifiquement conçu pour accorder la résidence permanente aux ressortissants étrangers qui investissent une somme importante d'argent dans une nouvelle entreprise commerciale aux États-Unis. D'accord, une nouvelle entreprise. Cela crée au moins 10 emplois à temps plein pour des travailleurs américains. 10 emplois, cela semble être une exigence majeure. Qu'en est-il du montant de l'investissement? C'est significatif. Actuellement, le minimum standard est $1,050,000. Wow! Ou cela pourrait être $800,000 si l'investissement est réalisé dans une zone d'emploi ciblée, ou ZEC, essentiellement une zone rurale ou une zone avec un taux de chômage élevé. Mais gardez à l'esprit que ces montants peuvent et changent parfois. Exactement. Et l'investissement doit être dans une nouvelle entreprise commerciale. Oui, généralement cela signifie établi après la fin des années 1990 ou considérablement restructuré ou étendu s'il est plus ancien. Et la création d'emplois, 10 emplois à temps plein aux États-Unis, est cruciale, généralement dans un délai d'environ 2 ans. Pouvez-vous investir directement, comme démarrer votre propre entreprise, ou existe-t-il d'autres moyens? Les deux. Vous pouvez faire un investissement direct, gérer votre propre entreprise qualifiée, ou beaucoup de gens investissent via des centres régionaux approuvés par l'USCIS. Ces centres regroupent l'argent de plusieurs investisseurs EB5 pour des projets plus importants. Et quel est le résultat? Vous obtenez une carte verte immédiatement. Presque.
Vous obtenez d'abord une résidence permanente conditionnelle pour 2 ans, Condition. ce qui signifie temporaire. Vers la fin de ces 2 années, vous devez déposer une autre demande pour lever les conditions. C'est à ce moment-là que vous prouvez que vous avez effectivement réalisé l'investissement, comme prévu et créé ou préservé, dans certains cas, les 10 emplois requis. Si cela est approuvé, alors vous obtenez la carte verte permanente standard. D'accord, c'est tout un processus aussi. Wow, OPT, H1B, EB1, 2, 3, NIW, E2, EB5. Il y a certainement des options, mais mon Dieu, cela semble incroyablement complexe de naviguer à travers tout cela. C'est vraiment le cas. Le système d'immigration des États-Unis est notoirement complexe, avec des règles qui se chevauchent, des délais stricts, des changements de politique constants. Essayez de comprendre cela seul, surtout juste après avoir obtenu son diplôme. C'est risqué. Alors, de quel type de risque parlons-nous? Eh bien, chaque voie a des critères d'éligibilité très spécifiques, exigeant beaucoup de documentation précise. Des erreurs simples, des informations manquantes, elles peuvent entraîner de longs retards, des refus directs, ou même, vous savez, mettre en péril votre statut actuel. Donc, il suffit de manquer un formulaire ou de cocher la mauvaise case pour tout faire dérailler. Potentiellement, oui. Cela peut être aussi sensible. Ce qui nous amène vraiment à l'importance de se faire aider, par exemple par un avocat spécialisé en immigration expérimenté. Absolument. Un avocat expérimenté est inestimable ici. Il peut évaluer correctement toute votre situation, votre parcours, votre diplôme, vos objectifs, et recommander les meilleurs chemins pour vous, pas seulement une option, mais peut-être une stratégie à court terme et à long terme. En considérant des éléments comme les délais de traitement et les changements potentiels de la loi. Exactement. Ils s'occupent de cela. Et surtout, elles aident à préparer les demandes avec précision, soin, stratégie, maximisant vos chances d'approbation. Et traiter avec les agences gouvernementales? Oui, ils gèrent les communications avec USCIS, le département du travail, les consulats, répondent aux demandes de preuves, naviguent à travers les problèmes qui surviennent. Cela vous enlève un énorme fardeau. D'accord, essayons de conclure cela. Pour vous tous, étudiants F1 qui écoutez, obtenir votre diplôme est énorme et ça ouvre des portes, mais rester ici implique de comprendre ces voies dont nous avons discuté. Comprendre les options, les temporaires comme le OPT et le H1B, les cartes vertes permanentes EB, peut-être les visas d'investisseurs, c'est vraiment la première étape essentielle pour planifier la suite. Cela ressemble à planifier à l'avance, bien comprendre votre éligibilité, le délai, les documents nécessaires pour chaque option. C'est crucial! C'est vraiment le cas. Une planification proactive est essentielle. Réfléchissez stratégiquement à la façon dont ces visas pourraient se connecter. L'OPT peut-il mener à un H1B? Le temps passé avec un H1B ou en OPP peut-il aider à constituer un dossier pour une carte verte EB plus tard? Il est bon de se rappeler cependant que de nombreux étudiants internationaux réussissent à naviguer tout cela chaque année. Ils construisent ici des carrières et des vies incroyables. C'est absolument vrai. C'est définitivement réalisable. Mais étant donné la complexité énorme et ce qui est en jeu, obtenir des conseils professionnels semble être une décision vraiment judicieuse. Nous le recommandons fortement. Parler à un avocat spécialisé en immigration qualifié et expérimenté qui pourrait examiner votre situation spécifique, c'est probablement le meilleur investissement que vous puissiez faire pour comprendre efficacement ce parcours post-diplôme. D'accord. Voici une dernière réflexion à vous laisser. En pensant à tout ce que nous venons d'explorer, toutes ces différentes voies, laquelle, peut-être juste par intuition pour l'instant, semble s'aligner le mieux avec vos objectifs à long terme, ici aux États-Unis. Peut-être prendre un peu de temps après cela, commencer à examiner les exigences spécifiques pour cette voie. C'est votre avenir après tout. Faites ce premier pas éclairé.